Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des webinaires de l'excellence commerciale d'Incentive. Alors comme vous tous et toutes, j'imagine, je suis en confinement et j'ai la petite surprise d'avoir ma box internet qui m'a lâché hier soir, donc je suis connecté en 4G avec mon téléphone. Donc j'espère de tout cœur que ça fonctionnera bien et que vous parviendrez à m'entendre correctement. Si ça n'est pas le cas, bien sûr, comme d'habitude, vous recevrez l'enregistrement à l'issue du webinaire, donc pas d'inquiétude à avoir. Alors, donc on est réunis aujourd'hui pendant une bonne demi-heure pour parler d'intégration, d'onboarding des commerciaux. Comment est-ce qu'on rend ça efficace? Je pense que c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, depuis un mois et demi, tous les onboardings se font à distance et que donc les exigences en termes de qualité d'onboarding ont été juste multipliées par 10 de manière assez instantanée. Alors, quelques mots avant de démarrer sur l'onboarding. Déjà, merci de votre fidélité. Vous êtes aujourd'hui plus de 530 à vous être inscrits pour nous écouter. Donc, c'est une super nouvelle pour nous. Merci de votre fidélité. Et en ce moment, vous l'avez, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez qu'on anime des webinaires entre une et deux fois par semaine. Et vous êtes à chaque fois très nombreux à nous écouter. Donc, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous encourage à continuer. Petite innovation pour ce webinaire aujourd'hui, j'ai avec moi une experte de l'onboarding qui va intervenir à plusieurs reprises dans cette présentation pour compléter mon point de vue. Et vous aurez donc aujourd'hui le point de vue de deux personnes. Je vous partagerai les recommandations d'Incentive et Isabelle Bissuzen, qui est la cofondatrice de The Smart Model, qui est une experte en innovation et en onboarding, nous partagera également son point de vue. Bonjour Isabelle, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous et puis merci de ton invitation, Simon. Avec grand plaisir. Alors, avant de démarrer, je voulais juste vous dire quelques mots sur qui est Incentive. Concrètement, pour que vous compreniez rapidement qui on est, vous avez tous, j'imagine, surtout avec le confinement, tout le monde s'est mis à faire de la course à pied, j'ai l'impression, autour de chez moi. Tout le monde, la plupart d'entre vous, j'imagine, utilisent des montres connectées, des applications de sport, de santé connectées. Aujourd'hui, quand on se donne un objectif sportif, on est doté d'outils ultra modernes, très engageants pour piloter nos objectifs, les suivre, les animer et se challenger avec nos camarades. Dans l'entreprise et plus particulièrement dans l'animation de la performance des commerciaux, on a un petit peu oublié de changer de décennie et on est souvent resté dans de l'animation de performance qui se fait beaucoup à grands coups de fichiers Excel, d'emails, de challenges assez mal animés. Et c'est tout l'enjeu d'Incentive. Vous proposez une application ultra moderne, alignée et calée sur ce qui se fait dans le grand public, dans le domaine du sport, de la performance individuelle, des objectifs sportifs, pour animer la performance de vos équipes commerciales sur le terrain et animer le changement, toutes les transformations qui ont lieu dans vos organisations commerciales, les nouveaux business models, les nouveaux concurrents qui arrivent, les exigences des clients de plus en plus fortes. Et donc, trois objectifs à cette appli, aligner toutes vos équipes sur les priorités du moment et pouvoir les faire changer rapidement, faire progresser chacun avec des modules de coaching collaboratif, des modules de micro-formation, de parcours de formation d'onboarding, et motiver les équipes avec des modules de reconnaissance, de gamification. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web, incentive.com, et vous pouvez, si vous le souhaitez, demander une démo qu'on peut organiser rapidement avec vous, un call d'une demi-heure au téléphone pour vous expliquer un peu plus en profondeur ce qu'on fait et vous montrer, vous faire un tour d'horizon de l'application et vous expliquer comment est-ce que ça se déploie aussi dans votre organisation. Quand on déploie Incentive chez un client, on a à cœur de travailler le retour sur investissement de la plateforme. Et vous voyez, les retours sur investissement sont très intéressants. Ils se mesurent soit en hausse de chiffre d'affaires sur certaines gammes de produits sur lesquels on va mettre le focus, soit en hausse de productivité commerciale, c'est-à-dire en hausse d'activité sur le terrain, soit en hausse de satisfaction client. Il y a plusieurs manières de mesurer, mais quelle que soit la manière de le mesurer, on va toujours chercher du ROI et les ROI sont extrêmement intéressants et significatifs, comme vous pouvez le constater. Et donc, si vous êtes intéressé, si vous avez plus de 30 commerciaux, je vous propose qu'on en discute à l'issue de ce webinaire pour imaginer comment est-ce qu'on pourrait vous aider à influencer, à faire progresser des métriques qui sont importantes pour vous. Et c'est particulièrement efficace dans cette période de confinement et de retour à l'activité qui va avoir lieu pendant l'été pour refocaliser vos équipes sur les indicateurs qui comptent, les former, les faire progresser, les motiver, les engager dans une période extrêmement perturbée et compliquée. Donc n'hésitez pas à venir vers moi à l'issue de ce webinaire pour qu'on échange sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors, venons-en au sujet du jour, l'onboarding. L'onboarding, qu'est-ce que c'est? L'onboarding, c'est le processus que l'on met en place pour accompagner
le démarrage d'un collaborateur dans l'organisation, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois d'un collaborateur dans l'organisation. Et on en parle depuis pas très longtemps, hein. Ce terme d'onboarding, il est devenu consacré dans les dernières années, mais il y a encore quelques années, on parlait même pas d'onboarding. Globalement, c'était une tape dans le dos le premier jour, et puis une formation, et assez vite, le collaborateur était un peu livré à lui-même, et on commence maintenant à se rendre compte qu'il y a besoin de structurer, de formaliser un processus d'onboarding pour accompagner les démarrages du collaborateur pendant une période un petit peu plus longue. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Globalement, quand on demande aux gens, quasiment 90% des nouveaux collaborateurs, après quelques mois, ils disent j'ai reçu un mauvais onboarding de mon organisation. Donc les gens sont en règle très générale pas satisfaits de la qualité de l'onboarding qu'ils reçoivent quand ils arrivent dans une nouvelle organisation. Il y a à peine un petit 40% des entreprises qui ont un processus d'onboarding qui va au-delà du premier mois, c'est-à-dire qu'on considère qu'après un mois, le collaborateur doit être autonome, performant et qu'on n'a plus besoin de l'accompagner, ce qui peut être remis en question, il me semble. On a quasiment 30% des nouveaux collaborateurs qui démissionnent dans les 6 premiers mois. Quand on connaît les efforts nécessaires, le coût nécessaire pour embaucher un nouveau collaborateur qui est colossal, plus les efforts nécessaires mis en œuvre par l'équipe, par le manager pour intégrer, pour former un nouveau collaborateur, perdre 30% des nouveaux collaborateurs dans les 6 mois, c'est une catastrophe, à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, en termes de coût, mais également en termes d'image pour l'entreprise. C'est un vrai désastre. Donc il y a un vrai sujet d'onboarding, il y a un vrai sujet d'améliorer la qualité de l'onboarding dans les organisations pour faire face à ces métriques, à ces chiffres qui sont absolument désastreux à mon avis. Alors si on le regarde du point de vue des commerciaux, là, les chiffres que je vous ai montrés avant sont des chiffres globaux sur tout type de collaborateurs. Du point de vue des commerciaux, il y a quelque chose d'intéressant à regarder, c'est de mesurer le temps de ramp-up, c'est-à-dire le temps à partir duquel, la durée au-delà de laquelle le commercial va être pleinement productif. Et on voit qu'il y a une grande différence économique pour un commercial qui devient efficace et pleinement productif en 3 mois, ou en 9 mois, ou en 12 mois, ou en 6 mois, ou en 9 mois. Et si on part sur une base d'un objectif de 100, et ben, un commercial qui deviendrait pleinement productif en 3 mois, et ben, dans l'année, dans sa première année, il rapporterait à l'entreprise 30% de plus qu'un commercial qui deviendrait pleinement efficace en 9 mois. Donc, l'onboarding, c'est ultra important pour tous les collaborateurs. Il y a des enjeux très forts d'image de l'entreprise, de performance du collaborateur, de fidélité du collaborateur et d'engagement du collaborateur dans la durée. Mais chez les commerciaux, il y a un enjeu encore supplémentaire qui est un enjeu économique. Un bon onboarding commercial, ça implique une efficacité économique rapide. Et donc, il y a un vrai enjeu qui se mesure de manière sonnante et trébuchante en fin d'année. Isabelle, vous voulez apporter quelques précisions sur ces constats? Je dirais, alors, j'ai 3 constats supplémentaires. Je dirais que les entreprises mettent l'expérience client au cœur de leur stratégie. Alors, il me semble logique d'appliquer la même stratégie aux collaborateurs puisque ce sont les clients internes des RH. Un deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, il faut être très vigilant sur la marque employeur car les salariés ont une démarche 3.0 vis-à-vis des entreprises, hein. Ils les comparent, ils font des commentaires, ils les notent sur des sites comme Glassdoor. Et puis, si avant, l'enjeu numéro 1 des entreprises, c'était d'attirer les talents, clairement aujourd'hui, c'est de les fidéliser parce que ça coûte très cher à un collaborateur qui part. Ouais, donc il est clair que les 30% de collaborateurs qui dégagent dans les premiers mois, dans les 6 premiers mois qu'on a vus plus tôt, ça a un impact désastreux sur les commentaires et les notes qui sont mises sur les sites comme Glassdoor. Et donc Exactement, ça détruit l'image de l'entreprise et sa capacité future à recruter. exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'onboarding correctement? Voilà, alors il y a une dernière chose que je voulais vous dire qui est spécifique à l'environnement commercial. La vente, c'est la gagne. Un commercial, on va pas se mentir, c'est un métier où on prend beaucoup de portes, hein, on prend beaucoup plus de non que de oui quand on est commercial, et donc il faut encaisser des refus, des rejets, et c'est une vraie difficulté dans le métier de commercial. C'est une des spécificités de ce métier qui le rend difficile. Et le commercial se nourrit de victoires. Et les rares victoires vont être ce qui va le carburant qui va lui donner l'énergie pour avancer à travers les nombreuses défaites. Et donc, l'environnement de victoire est super important. Et l'onboarding, c'est ce qui va mettre le nouveau commercial dans l'entreprise dans un état d'esprit de se dire, est-ce que l'entreprise crée pour moi un environnement dans lequel je peux gagner, ou est-ce que l'entreprise n'a pas du tout créé pour moi l'environnement dans lequel
je peux gagner. Donc, il faut se dire qu'un nouveau commercial qui rejoint une entreprise, il est en doute. Il se dit, est-ce que cette entreprise, elle va me permettre de gagner? Est-ce qu'elle va me permettre d'avoir ces wins, ces victoires qui me font avancer? Et en tant que nouveau commercial, si j'ai le moindre doute là-dessus dans les premières semaines, il est clair et net que je vais assez vite aller regarder ailleurs parce que j'ai pas confiance dans l'entreprise, dans sa capacité à me donner un environnement qui me permette de gagner. Et ça, c'est super important, plus encore pour le commercial. Si je ne suis pas rassuré dès les premières semaines, si je me dis pas, OK, cette entreprise, elle est en train de tout mettre en œuvre pour que je puisse gagner, il est clair et net que je vais rouvrir ma recherche de job et je vais essayer de réactiver les autres opportunités que j'avais eues pendant ma recherche d'emploi. Donc, l'onboarding est aussi extrêmement important pour construire cette confiance entre le commercial et l'entreprise, de la capacité d'offrir un environnement de victoire, de win, ce qui est capital pour un commercial. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un onboarding qui fonctionne bien? J'ai essayé de regarder ce que faisaient nos clients aujourd'hui, quelles étaient les bonnes pratiques que nous on recommandait, qu'est-ce qu'eux mettaient en place, qu'est-ce que je pouvais trouver comme recommandation auprès de quelques-uns de nos partenaires également. Et j'ai sorti 7 règles qui me paraissent importantes pour proposer à vos nouveaux commerciaux et à vos nouveaux collaborateurs en général, mais en particulier à vos nouveaux commerciaux, un onboarding de bonne qualité. Alors, la première règle, qui est quelque chose, alors je disais tout à l'heure que l'onboarding, on en parle depuis pas hyper longtemps, il y a quelque chose qui est encore plus récent, mais dont on commence à de plus en plus parler, c'est le pré-boarding. Le pré-boarding, c'est faire commencer l'onboarding avant l'arrivée du collaborateur. Pourquoi? Parce que, en fait, entre le moment où le collaborateur signe son offre d'emploi et le moment où il rejoint, il peut se passer 3 mois, parce qu'il y a 3 mois de préavis dans le job précédent, et ça peut même être plus long, parce que s'il y a des vacances et des périodes, voilà, des périodes un peu particulières, il peut y avoir 4 mois, 5 mois entre le moment où je signe mon contrat et le moment où j'arrive. C'est extrêmement long. Et autant la période d'entretien et de validation a été assez intense, on s'est vu avec une fréquence assez rapprochée, ça s'est renforcé, les émotions sont montées au moment de signer le contrat, autant après, pendant 3, 4, 5 mois, il ne va plus rien se passer et ça retombe comme un soufflet. Et ça, c'est parfait pour donner envie à la personne de retourner voir ailleurs et d'avoir des doutes. Donc l'idéal, c'est de commencer l'onboarding dès la signature du contrat, pendant les 3 mois qui précèdent ou les 4 mois qui précèdent, sur un format pré-boarding. Alors, ça n'a pas besoin d'être extrêmement lourd, mais là, l'idée, c'est d'interagir régulièrement avec le nouveau collaborateur à distance, donc avec des emails, avec des calls, en lui envoyant des documents non confidentiels. Idéalement, chaque semaine, d'avoir une petite interaction pour faire rentrer petit à petit le collaborateur dans la boîte. Ça permet également de gagner du temps, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut découvrir avant d'entrer dans la boîte, des procédures, des documentations, apprendre à connaître la base de clients, etc. Tout ça, ça peut être fait en avance de phase. Et l'idéal de ce que j'ai vu en pré-boarding, c'est de donner un objectif pour le candidat pour le jour de son arrivée. Lui donner par exemple un petit challenge, le dire pour le jour de ton arrivée, tu dois connaître trois success story clients et nous les raconter le premier jour, par exemple. Voilà, lui donner une petite mission en avance de phase pour intéresser le candidat et lui donner quelque chose à accomplir avant même qu'il ait rejoint l'organisation. Ça, c'est la première reco, pré-boarding, démarrer l'onboarding avant l'arrivée. Deuxième recommandation, c'est que l'onboarding, ça se conçoit vraiment dans la durée. Beaucoup trop, on observe chez nos clients des onboardings qui durent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis après, voilà, j'ai été en formation au siège avec les RH pendant 1 mois, et puis après, bam, on me balance sur le terrain et c'est fini. L'idéal, c'est de concevoir l'onboarding dans une durée plus longue. Et ça veut pas forcément dire mettre plus de contenu, mais ça veut peut-être dire alterner plus les contenus théoriques reçus au siège par les RH et la mise en pratique sur le terrain. Mais idéalement, un bon processus d'onboarding, il ne faut pas le concevoir sur une durée de moins de 3 mois et alterner les phases théoriques de formation avec du coaching managérial sur le terrain. Et ce qui est génial, c'est de fournir au collaborateur une roadmap de son onboarding, de lui dire voilà, ton onboarding, il va se passer comme ça. Ça va durer 3 mois, ça va durer 4 mois, 5 mois, et voilà les différentes étapes par lesquelles tu vas passer. Comme ça, le premier jour, le collaborateur se sent extrêmement bien pris en main et il sent directement que les choses sont sous contrôle. Et ça, pour cette notion de créer la confiance dès le premier jour et montrer au collaborateur qu'il est entre de bonnes mains et qu'il a mis les pieds au bon endroit et qu'il a fait le bon choix, c'est parfait. Donc ce document qui peut être assez simple, mais qui explique au collaborateur comment ça va se passer dans les prochains mois, c'est extrêmement rassurant pour le collaborateur. Et vous avez de plus en plus d'outils, et Incentive en fait partie, qui vous permettent de formaliser vos processus d'onboarding et d'avoir des parcours préconstruits dans lesquels vous mettez vos nouveaux collaborateurs et qui vont alterner des phases de formation, de lecture de contenu, des sessions de coaching avec des managers, l'accomplissement de missions, etc. et qui permettent de montrer aux collaborateurs le plan, la roadmap de ce qui va se passer dans ces premiers mois. Donc ça, c'est hyper puissant et ça crée la confiance.
Autre recommandation, c'est que les managers doivent activement participer à l'onboarding. On voit beaucoup chez nos clients des onboarding qui sont finalement dans les mains des RH ou de la formation et qui se font au siège. Donc le collaborateur arrive, pendant un mois et demi, il va être en chambre, il va être au siège, on va le former, et puis après c'est fini. Et puis après, hop, il passe dans les mains du manager. Et ce qu'on voit là, c'est que bien souvent, le manager n'a pas vraiment une bonne connaissance de ce qui se passe dans la partie formation au siège. Il n'est pas vraiment au courant des formations qui sont dispensées, il ne les connaît pas sur le bout des doigts. Et puis, c'est souvent très segmenté, siloté, c'est-à-dire qu'on passe d'abord en formation et ensuite on va dans les mains du manager. Alors, c'est pas comme ça que ça doit se passer dans l'idéal. Dans l'idéal, le manager doit vraiment être partie prenante de l'onboarding. Et ça veut pas dire que les RH n'ont pas un rôle à jouer, ça veut dire que les RH ont un vrai rôle à jouer pour structurer, créer des contenus, imaginer le processus d'onboarding et ses différentes étapes. Mais les RH doivent également former les managers, les accompagner dans cette compréhension du processus d'onboarding pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils ont un rôle à jouer, à quel moment et comment est-ce qu'ils s'intègrent dans ce processus. Et les managers doivent bien connaître le contenu de formation qui est dispensé aux nouveaux pour pouvoir efficacement sur le terrain coacher, accompagner les premiers rendez-vous, les premiers calls, en sachant très bien ce qui a été dispensé comme formation théorique. Donc vraiment une alternance de phase théorique pratique avec les RH en formation et sur le terrain avec le manager, c'est recommandé. Et on peut challenger les managers sur la durée de ramp-up des nouveaux. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on peut se dire, ben voilà, à partir de combien de temps un nouveau il est pleinement productif. Et ça peut être une métrique qui est utilisée pour mesurer, pour challenger les managers. Mais en tout cas, trop souvent, le manager n'est impliqué qu'après la phase d'onboarding qui est faite par la formation et les RH. Et ce n'est pas très efficace dans ce qu'on observe chez nos clients. Alors, moi, il y a une chose que j'observe beaucoup dans les processus d'onboarding, c'est que bien souvent, alors soit ils sont inexistants, c'est-à-dire que le collaborateur est un peu livré à lui-même, soit ils existent, et dans ce cas, on rentre assez vite dans le travers du micromanagement. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la phase d'onboarding, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire en management, c'est-à-dire qu'on a listé jour par jour pour le collaborateur, voilà, tu devras faire ça, 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 tu devras faire toutes ces tâches, et on est quelque part, on s'est mis en mode un petit peu micromanagement. Et moi, une des choses que je recommande, c'est pour les phases d'onboarding, de ne pas oublier les rudiments du management, de ne pas sombrer dans le micromanagement. Bien sûr, l'onboarding doit être un peu plus guidé que du management traditionnel classique, mais malgré tout, c'est très bien dans la phase d'onboarding d'avoir des objectifs et de dire, bah voilà, toi, collaborateur, j'ai 3 objectifs pour toi, un pour la fin du premier mois, un pour la fin du deuxième mois, un pour la fin du troisième mois, et voilà les objectifs que je voudrais que tu atteignes à la fin de ces 3 premiers mois. Et je te laisse autonome dans l'atteinte de ces objectifs. Et va chercher les ressources dont tu as besoin, viens me chercher, utilise les ressources qui sont mises à ta disposition dans le parcours d'onboarding pour aller chercher ces objectifs. Ça peut être aussi des petits challenges, voilà. Mais attention à ne pas sombrer dans l'onboarding dans une espèce de micromanagement où on fait du jour par jour avec des tâches à accomplir qui est très peu responsabilisant pour le collaborateur et qui ne le met pas dans un bon état d'esprit pour démarrer. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les objectifs court moyen terme pour les phases d'onboarding, ce qui met déjà le collaborateur dans un état d'esprit de management par objectif et de se prendre en main. Alors, on parlait tout à l'heure de la nécessaire implication du manager dans l'onboarding, bien sûr, mais les meilleurs processus d'onboarding que j'ai observés dans différentes entreprises, c'est des processus d'onboarding dans lesquels il y a plus de collaborateurs qui sont impliqués et responsabilisés. Par exemple, je prends le cas de ce que j'ai observé dans des startups assez modernes qui sont très avancées sur les techniques de management et de RH assez modernes. Ce que je vois souvent, c'est qu'il y a les RH qui sont impliqués dans l'onboarding, notamment dans la construction des programmes, la définition des parcours. Ils préparent des contenus de formation, ils accompagnent les managers pour leur expliquer comment est-ce qu'ils vont pouvoir accompagner leurs collaborateurs dans l'onboarding. Donc là, bien sûr, les RH sont fortement impliqués. Ensuite, il y a évidemment le manager, comme on l'expliquait tout à l'heure, qui fait du coaching quotidien, qui accompagne sur le terrain, etc., qui va quelque part aider à l'application des connaissances théoriques qui ont été enseignées en formation, qui va les aider à l'application sur le terrain. Et ensuite, je vois beaucoup de collègues qui sont impliqués maintenant de plus en plus de manière formelle. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à l'équipe, bah oui, c'est un nouveau, il faut bien l'intégrer, il y a certains collègues qui sont désignés comme ayant un rôle particulier dans l'onboarding. Par exemple, vous avez des role buddies. Le role buddy, c'est la personne qui fait le même métier que vous. Donc, il va avoir un peu la même mission que le manager, c'est-à-dire qu'il va vous aider à mettre en application les connaissances théoriques que vous avez apprises et il va vous aider à monter en puissance sur votre métier. Mais l'intérêt, c'est que tout ce que vous n'oserez pas dire au manager ou les choses que vous n'aurez pas bien comprises, vous pourrez les demander à votre role buddy qui fait le même métier que vous et qui peut vous donner un autre regard, un autre éclairage sur le métier que celui de votre manager. Donc, il va venir en complément de l'accompagnement du manager pour vous aider
pour vous aider à devenir meilleur le plus rapidement possible dans votre métier. Et de plus en plus, je vois apparaître aussi des culture buddies qui vont être des gens qui vont vous accompagner dans votre phase de démarrage, mais qui vont pas vous accompagner sur votre métier, qui vont vous accompagner sur d'autres sujets, qui vont vous faire découvrir l'entreprise, sa culture, d'autres gens. Et bien souvent, l'idéal, c'est que ce culture buddy, ce soit quelqu'un d'une autre équipe. Ce qui va permettre de dérisquer l'onboarding en offrant aux collaborateurs la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui est hors de son équipe et avec qui donc il va peut-être pouvoir se confier un peu plus facilement sur des difficultés ou des dysfonctionnements, et qui va aussi permettre de casser des silos en favorisant les échanges inter-équipes et en évitant que le collaborateur reste enfermé dans son équipe. Donc, une vraie bonne pratique d'onboarding que j'observe, c'est de responsabiliser plusieurs personnes, jusqu'à 4 ou 5 personnes, en leur donnant des missions sur l'onboarding d'un nouveau collaborateur. Vous avez un responsable RH, le manager, un role buddy, un culture buddy, au moins 4, qui vont être chacun en charge d'une partie de l'onboarding d'un collaborateur et qui pourront avoir des missions, des métriques sur l'onboarding des nouveaux. Sixième recommandation, attention à bien couvrir tous les aspects de la relation entre l'entreprise et le collaborateur dans l'onboarding. Je vois beaucoup d'onboarding qui sont très parcellaires en fait. Il y a beaucoup d'onboarding que j'observe qui sont excellents, par exemple sur le métier. On va m'apprendre tous les ficelles de mon métier, on va me faire faire des calls, on va me donner plein de documentation, mais qui ignorent complètement d'autres aspects de l'organisation, comme l'entreprise, sa vision, ses objectifs, la culture, le fonctionnement RH. Un aspect extrêmement important de l'onboarding de nos jours, c'est les outils. Enfin, on sait tous qu'on vit dans des organisations où tous les 3 jours, on nous rajoute des nouveaux outils. Pour un nouvel arrivant, quand il faut prendre en main 10, 15 outils différents à l'échelle de l'organisation, des outils IT, hein, j'entends, c'est pas évident. Donc, il faut pas oublier cet aspect-là. Donc, il faut bien s'assurer qu'on a un onboarding qui couvre tous les aspects de l'entreprise, sa vision, ses objectifs, au métier de la personne, à l'équipe, quels sont les objectifs de mon équipe, quels sont mes objectifs au sein des objectifs de l'équipe, quels sont les outils qu'on utilise dans l'entreprise et dans l'équipe, quel est le fonctionnement RH, les administratifs, les vacances, les congés, plein de choses, les absences, et quelle est la culture de l'entreprise, comment est-ce qu'on échange, comment est-ce qu'on aime fonctionner, comment est-ce qu'on collabore dans l'entreprise. Donc, il faut bien s'assurer que le processus d'onboarding couvre tous ces aspects-là. Enfin, dernière règle qui cette fois-ci est vraiment plus spécifique sales. Voilà un certain nombre de best practices que j'ai observées qui rendent l'onboarding des commerciaux en particulier bien plus efficace. Alors déjà, le premier aspect, c'est d'être absolument dingue de la connaissance client. Je ne connais pas un seul bon commercial qui ne soit pas extrêmement calé sur tous les cas clients ou en tout cas une bonne partie des cas clients emblématiques de l'entreprise. Un commercial qui connaît mal la base client de l'entreprise, il ne pourra jamais être efficace et pertinent face à de nouveaux prospects. Donc, de base, il faut inonder les commerciaux de connaissances clients, les plonger dans des cas clients qui connaissent par cœur une partie au moins des cas clients de l'entreprise. Quand je dis la connaissance client, c'est les cas clients, mais c'est pour chaque cas client, quelle était la problématique, comment est-ce qu'on l'a résolu, pourquoi est-ce que le client est satisfait, voilà. Idem, ça va de pair, il faut inonder vos nouveaux commerciaux de témoignages clients. Il faut vraiment, et ça fait partie des choses qui peuvent aussi être faites en pré-boarding si vous avez par exemple des vidéos ou des cas clients écrits, mais il faut que vos commerciaux soient hyper imprégnés de cas clients parce que ça les aide aussi à aimer votre entreprise. Un commercial, s'il est convaincu qu'il y a des dizaines de clients qui aiment votre boîte, qui sont satisfaits et qui l'aiment pour telle raison, X, Y, Z, eh ben, c'est beaucoup plus facile pour lui d'aimer le produit, d'aimer l'entreprise et donc de se faire un vrai avocat, un vrai bon vendeur des solutions de l'entreprise. Donc, submerger les commerciaux de connaissances clients, de témoignages clients le plus vite possible, c'est fondamental. Un autre item qui me paraît extrêmement important, c'est d'enregistrer des bons calls de vente. Alors, c'est plus facile si vous avez une activité qui se fait de vente qui se fait au moins partiellement au téléphone. C'est plus difficile si vous le faites exclusivement en rendez-vous présentiel. Mais avoir des enregistrements de bons calls de vente, de bons échanges entre un commercial et un client, c'est génial parce que ça vous permet de former vos nouveaux avec des vrais cas concrets et d'écouter et de réécouter des bons calls de vente et les débriefer avec les nouveaux en disant voilà, ce call de vente-là, il est bon pour telle et telle raison. Ça, c'est du super matériel à avoir pour former des nouveaux, bien plus efficace que des présentations, des PowerPoint, etc. Bien évidemment, accompagner les nouveaux commerciaux en call, en rendez-vous, si possible les enregistrer. Et ça peut même se faire en rendez-vous présentiel, hein, avec l'autorisation du client, lui demander l'autorisation d'enregistrer le rendez-vous pour pouvoir débriefer le rendez-vous ensuite avec le commercial. C'est hyper efficace et ça se fait très bien avec un smartphone de nos jours. Fournir à vos managers des formulaires d'évaluation
pour éviter qu'on soit dans de l'évaluation très abstraite de est-ce que c'était un bon call, est-ce que c'était un mauvais call, donner des grilles d'évaluation pour qu'est-ce qu'un bon call commercial, qu'est-ce qu'un bon rendez-vous commercial, pour pouvoir évaluer, débriefer avec le nouveau et lui dire voilà, ton call il est moyen pour telle et telle raison, et voilà les critères qui font que le call est moyen, et voilà les critères sur lesquels tu dois travailler. Ça limite un peu la subjectivité dans le management. Et bien sûr, plus encore pour les commerciaux, quel est l'objectif des premiers mois? Qu'est-ce que j'attends de mon nouveau commercial? Qu'est-ce que je veux qu'il ait accompli à la fin du premier mois? Ça peut être assez simple, ça peut être avoir booké un rendez-vous avec 3 nouveaux clients. C'est pas forcément du closing dès les premiers mois, mais avoir des objectifs simples, clairs, mais un petit peu ambitieux pour les premiers mois, c'est une super manière de booster vos commerciaux dès le début et de leur montrer que vous attendez d'eux quelque chose et de leur donner des ambitions et l'envie de la gagner. Donc voilà 7 règles qui me paraissent extrêmement importantes pour avoir un onboarding qui soit de qualité. Je vous enverrai la présentation à l'issue du webinaire pour que vous puissiez vous les remettre en tête et voir comment est-ce que vous pouvez les appliquer dans votre organisation. Et je voulais juste, avant de passer la parole à Isabelle, vous lister 2-3 erreurs courantes que j'observe dans les processus d'onboarding, notamment commerciaux. Le premier, c'est que le shadowing des bons commerciaux, c'est assez dangereux. Et il y a beaucoup d'organisations qui comptent uniquement sur ce procédé-là pour former un nouveau commercial, c'est-à-dire je mets mon nouveau avec un bon, je le laisse un mois, et puis au bout d'un mois, il est formé. Votre bon commercial, il est bon parce qu'il applique des règles qui lui sont propres. La plupart du temps, les bons commerciaux sont incapables d'expliquer pourquoi ils sont bons. Et donc, c'est très difficile pour eux de formaliser leur connaissance et de la passer au nouveau. Donc, mettre un nouveau avec un bon et se dire qu'il va devenir bon, c'est pas idéal. Évidemment, vous pouvez le faire un petit peu dans le processus d'onboarding, mais ça peut pas être la seule manière de former un nouveau. Et c'est même assez dangereux parce que ça peut donner lieu à beaucoup de mauvaises habitudes pour vos nouveaux. Les scripts, c'est pas du tout efficace. Donner à un nouveau un script et lui dire apprends le script, c'est extrêmement peu efficace. On sait que un script, c'est pas ça qui fait vendre, c'est l'appropriation du discours par le commercial, sa manière de le restituer qui est efficace. Donc donner un script tout seul, ça n'a pas de sens. Les managers sont pas des formateurs. Vos managers sont là pour accompagner au quotidien et s'assurer que les connaissances théoriques soient mises en application correctement sur le terrain. Donc, il faut bien splitter la formation et la laisser à des formateurs, des personnes des ressources humaines, de la formation qui vont former théoriquement. Et ensuite, donner aux managers l'accompagnement terrain pour s'assurer que la formation est appliquée. L'e-learning ne fait pas tout. Les e-learning, c'est bien souvent assez peu qualitatif, c'est très long, c'est assez peu applicable. Donc, vous ne pouvez pas compter non plus que sur l'e-learning pour former vos nouveaux. Donc, si je dois vous recommander un format de formation qui fonctionne beaucoup mieux sur de l'onboarding, c'est le micro-learning, c'est-à-dire des petits bouts de formation qui vont rythmer, qui vont pas se faire en bloc, mais qui vont se faire en petits bouts, jour après jour, pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, et qui vont s'alterner en permanence avec de l'application sur le terrain. Ce sera beaucoup plus efficace. Et enfin, faire une formation initiale au siège pendant 15 jours, 3 semaines, et ensuite passer sur le terrain et plus revenir en formation, c'est pas du tout efficace. On sait qu'il vaut mieux alterner formation théorique et formation pratique le plus possible. Et c'est pour ça aussi que je vous recommande le format micro-learning plutôt qu'e-learning. Alors, je passe maintenant la parole à Isabelle pour nous livrer le point de vue de l'expert. Suite à ce que je viens de dire, Isabelle, quelles sont tes réactions? Alors, déjà, je valide tout ce que tu as dit. C'est une bonne nouvelle. Je vais rajouter quelques petits points. Alors, l'importance du pré-boarding que tu as souligné, parce que c'est là où on va consolider la confiance du collaborateur envers l'entreprise. Et cette confiance, comme tu l'as dit, c'est absolument essentiel. Alors, quand on sait que les piliers majeurs de la confiance sont la communication et la transparence, moi, je conseille, en plus des points réguliers pendant cette période avec le manager, c'est d'inviter le nouveau collaborateur à des events, alors dans l'entreprise ou actuellement à distance, hein, mais pour commencer à faire confiance, tisser des liens avec l'équipe. Et puis, cette équipe, il faut absolument que le manager la prépare à l'arrivée à bien accueillir le nouveau collaborateur et lui indiquer aussi ce que le nouvel arrivant va apporter au collectif. Hein, c'est très important. En cette période aussi de confinement, eh bien, des formations, donner accès à des formations libres pendant le pré-boarding, ça présente pour moi 2 avantages. Premièrement, le collaborateur va pouvoir se former et puis être opérationnel plus vite. Et puis deuxièmement, ça permet à l'entreprise de prouver sa capacité à l'accompagner dans son évolution. Et on sait que ça, c'est un des critères majeurs de fidélisation des collaborateurs. Hein. Mon entreprise m'aide à grandir.
Alors, sur la partie onboarding, bon, alors évidemment, il y a l'effet waouh du premier jour. Comme tu l'as dit, ça ne s'arrête pas la première semaine. Et puis, pour un commercial, effectivement, je pense qu'une période de 3 à 6 mois est nécessaire pour un onboarding complet. Alors, pour partager avec vous quelques exemples de ce qui se fait ailleurs, parce qu'il n'y a pas de process type d'onboarding. Par exemple, chez Dassault Systèmes, quand un cadre rejoint l'entreprise, il a un plan d'accompagnement sur 2 ans qui va évoluer bien évidemment, mais qui est piloté par lui-même, par son manager et puis par les RH. Chez SAP, c'est différent. Pendant les 2 premiers mois, le collaborateur va observer, tisser son réseau interne et se former. On ne lui demande pas d'être productif. Et puis un troisième exemple chez Sapient Publicis, qui est une plus petite structure. Alors là, il y a 4 jours d'onboarding au niveau monde. Et puis après 2 jours par mois, mais pendant 6 mois. Autre point que je voudrais partager, c'est qu'on veut des salariés, des commerciaux engagés, et c'est pendant cette période d'onboarding qu'on va donc pouvoir accélérer l'autonomie et la performance. Et puis aussi, c'est la période de socialisation avec les autres, et on sait qu'on est plus motivé, plus engagé quand on est dans une ambiance de travail conviviale. Alors, il y a une étude de PwC l'année dernière que je trouve intéressante, qui montre que les entreprises qui arrivent à démontrer clairement leur création de valeur pour le client final ont des salariés et donc des commerciaux beaucoup plus passionnés, plus fiers et plus motivés. Donc, ça, c'est quelque chose à mettre en avant. Et puis, tu as bien insisté sur le rôle du manager. Alors moi, j'irais plus loin encore dans l'onboarding. C'est que pour moi, c'est un process qui doit se co-construire entre les métiers, les RH et le management. Parce que je constate souvent dans mes missions qu'il n'y a pas d'alignement et que chacun joue sa partition, on la joue très bien, mais qu'il n'y a pas de vision globale, de vision partagée avec les enjeux et les contraintes de l'autre. Donc, il y a un socle commun qui est construit par les RH, mais après, il faut une personnalisation par les métiers, par le management. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur les multi-buddies, et j'ai eu l'exemple dans une filiale de Suez qui, avec son programme d'onboarding, a quand même réussi à diviser par 3 son taux de démission la première année. C'est que chacun est en plus mentoré par un des 4 directeurs de l'entreprise, mais pas le directeur dont il dépend. Donc, ça permet vraiment aussi au management de connaître les contraintes des autres divisions et de travailler en transverse. Isabelle, j'ai une question pour toi. Oui. Globalement, quel est l'effort nécessaire pour construire un programme d'onboarding en termes d'investissement, de temps, parce que pour avoir un bon programme d'onboarding bien huilé qui fonctionne, c'est quoi l'effort? Alors moi, je suis très pragmatique. Je pars déjà de l'existant, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander, à une entreprise qui a un programme, juste une ébauche de programme, d'être au top performance. Donc, on va vraiment s'attacher. Moi, je vais m'attacher aux pain points et comment est-ce qu'on peut déjà débloquer certaines choses. Alors, déjà, c'est l'accueil, tu sais, comme tu as dit, dans les erreurs principales. Il y a encore beaucoup de collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise. Le bureau n'est pas prêt, le manager n'est pas là, les équipes ne sont pas au courant. Enfin voilà, déjà rien que cet accueil, on va travailler dessus. Et puis, un des fondamentaux aussi, si on veut quelque chose de performant, c'est de mettre à plat la culture, la stratégie de l'entreprise, sa vision. Et si ça n'est pas clair pour les RH et le manager, ça ne va pas l'être pour les collaborateurs. Autre chose, les valeurs, comment elles vont être vécues dans l'entreprise. Tu vois, il faut qu'elles soient réelles. Donc, les inclure dans ce parcours d'onboarding. Donc, il y a pas, c'est vraiment partir de l'existant et améliorer. En mode agile, en test and learn, mode agile, mettre des KPI, choisir des KPI quantitatifs et qualitatifs pour voir justement l'amélioration. Je ne sais pas si j'ai Ok, répondu à ta question. super, merci Isabelle. Alors, on a quelques questions du public que je Oui. vais essayer de prendre et puis on verra lequel d'entre nous répond. Alors, est-ce qu'il y aura le replay du webinaire? Bien sûr, vous recevrez le replay du webinaire et la présentation un petit peu plus tard dans la journée. J'ai remarqué que les Role Buddies,
des sales eux-mêmes, donc, n'ont pas le temps de bien faire leur job. Ça, c'est intéressant. Isabelle, tu as un point de vue là-dessus? Alors déjà, les buddies, une chose est importante, c'est qu'ils doivent être volontaires. Ils ne doivent pas être désignés. S'ils sont volontaires, déjà, ça va les valoriser, hein. On valorise aussi bien le nouvel arrivant que le mentor, parce qu'on lui donne une place privilégiée. Donc, à partir du moment où on est sur du volontariat, en général, ça se passe bien. Ok, moi je dirais aussi que il faut y mettre un objectif, c'est-à-dire qu'il faut définir qu'est-ce que ça veut dire d'être un role buddy et comment est-ce qu'on va simplement piloter, mesurer que c'est bien fait. Et quand la personne devient volontaire, il faut lui dire bah, tu es volontaire et tu as tel objectif en tant que role buddy. Bien sûr. Comme ça, après, c'est simple, on sait où on doit aller et j'ai accepté volontairement un objectif et donc je peux le piloter. De même qu'il y a le livret d'accueil pour le nouvel arrivant, eh bien, il y a le livret du buddy, hein. Exactement. Mm. Alors, quel outil pour répertorier la connaissance client? Bah, ça, j'ai envie de dire, il y en a des dizaines, mais ça peut être tout bêtement votre base documentaire, votre Google Drive ou quel que soit votre OnePoint ou SharePoint, OnePoint, OneDrive, je sais plus comment on dit, le truc de Microsoft, mais n'importe quel outil dans lequel vous pouvez mettre des documents, vous pouvez faire des PDF avec tous les cas clients et les ranger là ou mettre les vidéos. N'importe quel outil qui permet de centraliser un peu de connaissances ou si vous avez un wiki dans l'entreprise. Le principal, c'est dans ce genre de situation, c'est d'éviter d'éparpiller la connaissance partout. Euh, donc, essayer de trouver un outil dans lequel vous pouvez à peu près centraliser cette base de connaissances. Et comme ça, la personne, elle sait qu'elle va à peu près tout trouver au même endroit. Et j'ajouterais en donnant des mots-clés pour pouvoir avoir un accès facile à l'information, la Ouais, retrouver s'il y en a facilement. beaucoup, s'il y en a vraiment Oui, beaucoup, effectivement, il faut aller dans des outils où il y a des bons moteurs de recherche. Ça dépend exactement. du volume de données. Oui. Ouais. Alors, très bonne remarque. La remarque, vérifier dans l'onboarding aux étapes clés de la roadmap que les choses sont acquises sous forme de contrôle continu, croiser avec des experts dans l'entreprise. Bon, le commentaire est assez long, mais oui, c'est un très bon point, effectivement. Merci Jérôme. Vérifier régulièrement faire des espèces de bilans de contrôle, c'est une bonne manière de s'assurer que les choses sont acquises, mais surtout aussi de donner aux collaborateurs des grilles et de se forcer à avoir des grilles d'évaluation pour que le collaborateur sache quels sont les critères sur lesquels on évalue. Et du coup, ça contribue à la clarté de la roadmap, en fait, hein, à lui dire, bah voilà, tu vas être évalué à plusieurs points d'étape, et voilà les grilles qu'on va utiliser. Et donc, quelque part, dès le début, les règles du jeu sont claires et je peux auto-valider que j'ai bien acquis ces différents items. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est certains justement des points un peu informels avec le manager qui vont mettre en confiance aussi et pour corriger parce que cet onboarding aussi, c'est la période où on va détecter des signaux faibles et des choses qui ne sont pas acquises. Donc il faut vraiment que le manager soit dans une posture d'accompagnement. Exactement. Exactement. Alors, quels bons outils pour cadencer l'onboarding? Trello, Agenda, DocWord. Alors, moi, ce que je remarque, c'est que des outils comme Trello, Agenda, DocWord, PowerPoint, c'est très bien pour présenter une roadmap, pour la dessiner, dire au nouveau, voilà, il va se passer ça dans ton onboarding. Par contre, c'est pas un outil dans lequel la personne va faire son onboarding. Et Non. ensuite, vous avez des outils spécifiques et vous avez notamment un module qui est assez récent dans Incentive, un module d'onboarding dans lequel vous allez pouvoir dessiner les parcours et mettre différentes étapes. Et les étapes, ça pourrait être des choses à réaliser, mais ça pourrait être aussi des quiz à répondre, des vidéos à visionner. Donc, ça va vous permet de construire des parcours d'onboarding plus sophistiqués dans lesquels le collaborateur va avoir un certain nombre d'étapes à franchir qui pourront être des étapes où il aura des choses à faire. Donc voilà, vous avez les trucs ultra basiques, gratuits, type Trello, PowerPoint Co, où vous pouvez juste dessiner le parcours. Et ensuite, vous pouvez utiliser des outils comme Incentive qui vous permettent là de structurer le parcours et d'inscrire le collaborateur dans le parcours pour qu'il le suive. Ce qui est important, alors effectivement, pareil, c'est en fonction des moyens de l'entreprise et puis d'où elle part. Ce qui est important, c'est que chacun sache ce qu'il a à faire et au bon moment, voilà, qu'il n'y ait pas de loupé. Donc, ça peut être un fichier Excel hein, pour démarrer, et puis après un outil qui soit dédié à ça. Exactement. Exactement. Alors, comment lever les craintes ou donner envie d'être buddy, avoir des objectifs, devoir prendre du temps, peut faire peur? Question de génie.
Ah ben, on doit valoriser, c'est-à-dire là, c'est pas un objectif, je dirais, commercial, hein, il n'y a pas de sanctions. Donc, c'est vraiment valorisant, valoriser le rôle de buddy. Hein, il y a pas, c'est pas un objectif, je dirais que c'est un objectif qualitatif, il n'y a pas d'objectif quantitatif. Exactement. C'est lui faire participer aussi à l'amélioration des programmes d'onboarding. Hein. Et puis ça peut être pour un collaborateur une ouverture en lui disant voilà, être buddy, c'est les premiers pas dans le management, c'est accompagner quelqu'un dans sa performance. Donc c'est presque une formation au management, quoi. Donc c'est aussi une manière d'engager les gens en disant si tu veux évoluer vers des rôles de management, faire du buddying, c'est une super école pour ça. Oui, complètement. Moi, je trouve que c'est très valorisant. Hein. Alors, comment adapter ce genre d'onboarding adapté à des grands groupes, à des PME où le ratio de nouvelles engagées sur total est plus élevé, donc onboarding encore plus important, mais les moyens plus limités. Euh, Ah, Très bonne question. on peut commencer, alors sur des grands groupes, hein, on peut commencer par des filiales. Si on veut commencer, si on veut tester, voilà, tester des choses, on peut commencer par des filiales et puis après remonter petit à petit, diffuser. Et après, pour les PME, moi je dirais, si on est une PME, effectivement, c'est vrai qu'on a moins de moyens. Donc là, il y a deux options. Il y a la première option, si on a un peu de moyens, c'est de se dire je le fais pas exclusivement en interne, parce que j'ai pas les ressources forcément RH, formation en interne pour concevoir mon programme d'onboarding. Et donc là, je fais appel à quelqu'un qui va m'aider à le construire et à créer les contenus. Et la deuxième option, si on a vraiment peu de moyens, c'est de limiter la diversité des programmes d'onboarding. C'est de se dire, bah, j'ai pas des programmes d'onboarding forcément spécifiques à chaque métier, ou je limite très fortement les spécificités métiers parce que j'ai pas les moyens d'avoir 12 programmes d'onboarding différents, mais j'investis sur la création d'un programme assez générique, mais qui me permet au moins de garantir que chaque nouveau collaborateur a un parcours tracé et qui se sent pris en main, accompagné. Oui, puis moi, alors moi, je reprendrai je rebondirai sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que là, on ne va pas raisonner en termes de coût d'implémentation d'un parcours d'onboarding, mais combien coûte un collaborateur qui démissionne? Et je peux vous garantir, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, je peux vous garantir que 2 collaborateurs dont vous évitez la démission dans l'année, ça vous paye très largement la mise en place de votre programme d'onboarding. Et probablement des outils qui vont avec aussi. Oui, oui, non, mais complètement. C'est-à-dire mission d'un expert externe plus outils, clairement. Allez, on va prendre une dernière question avant de se quitter aujourd'hui, parce qu'on a déjà un peu dépassé le timing. Quel conseil pour onboarder un collaborateur durant cette période de confinement et de reprise physique incertaine? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le digital, c'est penser, penser à inviter les futurs collaborateurs à des événements de formation, des événements plus festifs. Les entreprises mettent plein de choses en place pour les collaborateurs, que ça soit formel ou informel. Donc, penser à inviter ces futurs collaborateurs. Ils vont participer, justement, ils auront l'impression de participer, d'être membres déjà de l'équipe. Et je rajouterais que le confinement et donc la distance, le télétravail à très grande échelle, pour moi, ça a un impact, c'est que ça demande une beaucoup plus grande précision, une beaucoup plus grande rigueur et une beaucoup plus grande qualité dans le management, que ce soit le management du quotidien, mais également le management des nouveaux et donc les onboarding. Et donc, ça demande rigueur et précision. Et donc, ça veut dire qu'il faut encore plus formaliser, il faut encore plus écrire, il faut encore plus clarifier les parcours. Parce que bah, tout ce qui se fait à distance, on ne peut pas compenser avec la proximité physique les défauts de process et de méthode. On ne peut plus le faire Non. aujourd'hui. Et donc, il faut être extrêmement précis. Et ça vaut aussi pour le management du quotidien. Hein. Je pense que le confinement révèle pas mal de travers managériaux qu'il faut corriger. Et donc c'est un très bon moment en ce moment pour remettre en question ces pratiques et se dire comment Ah est-ce qu'on ben, peut faire mieux. pour travailler les sujets de fond, et pour moi, le plus gros enjeu aujourd'hui, c'est le pré-boarding. Hein. C'est les collaborateurs qui ne sont pas encore dans les effectifs qui doivent rejoindre l'entreprise. C'est là, pour moi, où il y a le plus gros risque aujourd'hui. Exactement, ce sera la conclusion de cette intervention.
Alors, un immense merci, Isabelle, de ta Merci à participation vous. aujourd'hui et de ton apport très riche qui est venu compléter vraiment parfaitement cette discussion. Pour vous tous, je vous donne rendez-vous pour nos prochains webinaires. Alors, tous, malheureusement, ne sont pas encore publiés parce qu'on est on s'est fait un peu dépasser par la cadence là en ce moment. Mais il devrait y en avoir un mardi prochain, jeudi prochain, et il y en a déjà quelques-uns qui sont annoncés et planifiés sur notre page incentive.com/fr/webinaire. N'hésitez pas à y faire un tour et puis de toute façon vous recevrez un email sur les prochains webinaires assez vite. On a des très beaux webinaires avec plusieurs intervenants sur des sujets de négociation. On a le patron de Great Place to Work qui vient parler avec nous dans quelques semaines. Donc voilà, on a plein de super sujets qui vont arriver. On continue pendant cette période particulière de vous proposer 1 à 2 webinaires par semaine. Donc voilà, restez connectés et on continue de vous informer. Très belle journée à vous. Merci de votre participation. Merci pour vos questions. Merci Isabelle. Merci Et à à très tous. Et bientôt. je fournirai une infographie sur l'onboarding du manager, sur le rôle du manager. Génial, merci Isabelle. À bientôt, belle journée à tous. Merci, au revoir.